La dernière rencontre pour cette saison 2019. Eh bien, merci à toutes et tous d'être si nombreux. Donc, pour la dernière rencontre de ces grandes rencontres, nous avons invité quelqu'un d'assez exceptionnel. Je ne dis pas ça pour ni flatter, ni enjoliver les choses. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Pour une raison qui ne tient pas seulement à lui, c'est que c'est un homme des deux mondes, un homme de deux mondes. Il est né en Orient et jusqu'à 26 ans ou 27 ans, et ensuite il est venu en France. Et donc, il connaît parfaitement l'histoire d'Orient et d'Occident. C'est quelqu'un qui est quasiment natif de ces deux continents, qui ont des histoires tellement différentes. Et lorsqu'il parle du monde, et on sent tout de suite que ce n'est pas quelqu'un qui voit le monde que d'un endroit. Vous savez, souvent à l'école, on montre la France vue des États-Unis. Alors on voit un truc, vous voyez, une espèce de point, on ne met même pas le nom, parce que la France, c'est pas suffisant pour qu'on mette un nom sur un grand planisphère quand c'est fait à New York. Et donc c'est le regard américain qui, quand on regarde ça pour la première fois à l'école, on se dit, alors on croyait qu'on était grand et fort, et puis voilà que bon. Et voilà. Et donc quelqu'un qui est des deux mondes, il a les deux cartes dans la tête, toujours. Et quand il parle du monde, il en parle de manière différente de toutes les personnes très intelligentes, etc., tout à fait respectables, mais qui sont d'un seul monde. Et pour avoir lu des dizaines de livres sur la géopolitique, ce qui s'est passé dans le monde depuis 100 ans et les risques qui peuvent nous survenir, je sais tout de suite de quel monde est celui qui a écrit le livre. Si c'est un Indien, je reconnais que c'est quelqu'un d'Orient. Si c'est un Occidental, je reconnais que c'est quelqu'un d'Occidental. Et le livre d'Amin Maalouf, c'est les deux. Les deux mondes existent constamment dans l'analyse qu'il fait du monde et de son évolution et des risques et des possibilités qui sont les nôtres. Voilà pourquoi je disais que, tout simplement, pour ces raisons-là, c'est un livre absolument différent des autres et extraordinaire au sens où on lit sur ces sujets-là des choses l'ordinaire, très intelligent, mais venant que d'un seul monde. Voilà pourquoi je disais ça. Et qu'il y avait dans ma voix aucune flagornerie. Ensuite, donc il est venu en France. Comme vous savez, il a vendu des livres, des romanciers. D'abord, c'est un très grand romancier qui a vendu des millions d'exemplaires à travers le monde. Il est traduit dans toutes les langues depuis plusieurs dizaines d'années. Et il est membre de l'Académie française, comme vous le savez. Donc, cet homme des deux mondes est venu écrire un livre sur les fissures qui sont les nôtres. Pourquoi ? D'où elles viennent ? Qu'est-ce qui a cloché depuis 50 ans pour qu'on en soit là aujourd'hui ? Après tous les rêves en 1918, la der des der, et après 1945, un nouveau monde va naître. Voilà. Et la chute du mur de Berlin, où on a cru que tous les problèmes du monde allaient être résolus après 1989. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la machine en arrive là ? Que dans les peuples, dans chacun des peuples du monde, des problèmes économiques, sociaux, culturels, religieux, des attentats, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années pour qu'on en soit là ? Et est-ce qu'on pourra s'en sortir ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'en sortir ? Voilà le programme. Je vais donc accueillir Amin Maalouf. Je voudrais juste dire une chose. C'est remercier M. Levent, qui est là, qui est directeur commercial des éditions Grasset, qui est donc l'éditeur du dernier livre de Amin Maalouf. Et ils nous ont fait un cadeau, les éditions Grasset, par l'intermédiaire de M. Levent, c'est qu'ils nous ont permis, personne d'autre en France n'a le livre d'Amin Maalouf. Il n'est vendu dans aucune librairie. Il est en avant-première mondiale, si j'ose dire, à Vichy. Voilà, vous serez les premiers, pour ceux qui voudront le lire, à le lire. Merci beaucoup.
Et je vais chercher M. Malouf. Un petit secret au passage, nous nous connaissons depuis plusieurs dizaines d'années. Amin Malouf me rappelait le chiffre tout à l'heure, ça fait peur. 44 ans. J'ai commencé ma carrière de journaliste à Beyrouth. La première personne que j'ai vue, c'est Amin Malouf. C'était avant le déchaînement des guerres qui ont ensanglanté son pays. Et voilà, depuis, nous sommes revus à plusieurs occasions. C'est juste pour que vous sachiez qu'il y a un lien intime entre nous. Voilà, bienvenue à Vichy, Amin. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir fait qu'ici à Vichy, on soit les premiers à pouvoir lire ce livre. C'est vrai, en fait, le livre sortira mercredi, sauf à Vichy, où il sort dimanche. Alors, j'ai dit ce qui faisait, à mes yeux, l'intérêt du livre par la personnalité que vous êtes et par les choses que vous avez... J'ai oublié une chose, oui, on va en parler, mais en plus des gens qui font de la géopolitique, ils ne sont pas tous nés dans une terre qui a été brûlée comme la sienne. C'est-à-dire qu'en plus de l'analyse propre à celui qui connaît deux mondes, il y a l'analyse de celui dont la patrie a été brûlée et ensanglantée dans des proportions terribles. Voilà. Je pense que ça aussi, ça ajoute à la qualité de l'observation. Donc, vous êtes né, vous dites au début du livre, je suis né dans une atmosphère de rêve. Mes deux parents habitaient des paradis. Sans le savoir, évidemment, à l'époque, j'imagine. Mais vous avez vécu... Ça aussi, ça compte, je pense, dans l'analyse. C'est-à-dire que quand vous dites que le monde se dégrade, bon, vous avez connu le paradis quasiment. Vous avez l'impression, enfant, que vos parents avaient vécu des paradis et que si les choses étaient normales, vous vivriez aussi vous-même dans un paradis. C'est bien ça. C'est vrai. Je suis né... j'aime bien dire que je suis né au Levant. C'est un terme qui est un peu désuet aujourd'hui, mais moi, je suis attaché à ce terme. Parce que derrière ce terme, il y a toute une civilisation. C'est une région où les gens vivaient les uns à côté des autres, les uns avec les autres. Ils apprenaient les uns des autres, ils échangeaient. Je trouve qu'il y avait dans cette région du monde une qualité de vie commune qu'on n'a plus jamais retrouvée ailleurs. Nulle part au monde. Quasiment. Je pense qu'il y avait une sorte d'alchimie locale qu'on n'a jamais retrouvée complètement. Je l'ai connu à travers les yeux de mes parents, un peu plus qu'à travers les miens. Mon père était libanais, toute sa famille était dans la même région de la montagne depuis des siècles. La maison familiale date de 1743, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment, il y a un enracinement local très fort. La famille de ma mère vivait en Égypte. Et dans mon enfance, ma petite enfance, j'étais souvent en Égypte parce que c'était plus facile pour ma mère de m'emmener dans sa famille où il y avait beaucoup de gens, il y avait sa mère, il y avait pas mal de gens autour qui s'occupaient des petits. Et donc, j'ai connu ces deux levants extrêmement différents, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, extrêmement différents l'un de l'autre. Dans les deux cas, il y avait une véritable vie commune, extrêmement riche, extrêmement prometteuse, mais c'était des modèles très différents.
le modèle égyptien, je l'ai connu uniquement par les souvenirs. Parce que la famille de ma mère, qui était installée en Égypte depuis le début du XXe siècle, avait dû quitter l'Égypte. Mes grands-parents sont morts en Égypte. Puis il y a eu beaucoup de bouleversements, la révolution, et finalement ils se sont retrouvés comme la plupart des migrants qu'on appelait à l'époque les Syro-Libanais, qui étaient installés en Égypte depuis quelques générations, qui ont dû partir. Et je dirais que dans cette phase de ma vie, mon dernier voyage en Égypte était en 51, donc j'avais 2 ans. Donc je n'ai aucun souvenir de cette période. Voilà. C'est pas seulement qu'on m'a dit, on vivait avec ça. Oui. On vivait toute mon enfance avec ce souvenir de l'Égypte que ma mère, qui est toujours en vie et qui a toujours bonne mémoire, continue à me transmettre en me disant pratiquement tous les jours, ah oui, ça en Égypte c'était mieux. Les grands magasins du Caire c'était mieux que ceux de Milan, de Paris, de Londres, etc. Ça revenait constamment. Mais moi je ne l'ai pas connu. Le Liban, je l'ai connu. C'était ma jeunesse, et c'est vrai que là encore, il y a eu, je ne dirais pas de la même manière, bien sûr, c'était très différent, mais il y a eu aussi des événements qui ont fait qu'à un moment donné, moi et ma femme, mes enfants, nous avons dû partir, et ce sont d'une certaine manière pour nous deux rêves perdus, 2 paradis perdus. Comment vous étiez journaliste dans le plus grand journal arabe, An-Nahar, qui est libanais, enfin qui est édité à Beyrouth, mais dont les journalistes sont aussi pas seulement libanais, ils viennent un peu du tout le monde arabe, et c'était le journal d'influence du monde arabe. Donc vous étiez journaliste, vous parcouriez le monde, vous étiez grand reporter à l'époque, vous occupiez du secteur international, et je me suis toujours demandé, même quand vous êtes parti, ce journaliste, Amin Maalouf, qui était dans le meilleur journal de tout le monde arabe, journaliste connu, dont la signature était connue, son pays se déchire, il a un enfant, il a sa femme, et il décide de partir. Je me suis dit, quelle cicatrice il a dû ressentir à ce moment-là de quitter un pays dont il voyait ce qu'il allait devenir. Le fond de la décision d'un journaliste, d'un intellectuel comme vous et de quelqu'un qui était tellement attaché au Levant. Je vous en ai jamais parlé d'ailleurs, mais comment vous l'avez prise? Ça a dû être douloureux comme histoire. Moi, je viens d'une famille de journalistes. J'ai grandi à l'ombre d'un père journaliste et j'ai toujours voulu être dans le journalisme, et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie professionnelle à 21 ans, 22 ans, dans ce journal, An-Nahar, qui était effectivement le principal journal du pays. Et dans ce journal, je m'occupais de tout. Sauf du Liban. Sauf du Liban et du monde arabe. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans le journal beaucoup de gens qui étaient des spécialistes du Soudan, des spécialistes de l'Égypte, des spécialistes de tel ou tel parti politique au Liban. Moi, j'étais un peu extérieur. Moi, quand il y avait des événements en Indonésie ou au Vietnam ou en Éthiopie, c'est moi qui m'en occupais. Ce qui me donne un champ énorme théoriquement, mais en nombre de pages, c'était pas très important, et dans ce qui intéressait les lecteurs, ce n'était pas le plus important. Et donc, je n'ai jamais couvert l'actualité locale. L'actualité locale, oui. Je ne sentais pas que je devais rester pour couvrir l'actualité locale. Je ne l'avais jamais fait. Ma passion, c'était la politique internationale. Quand j'ai appris que la guerre du Vietnam arrivait vers sa fin, et la guerre du Vietnam, pour ceux qui s'en souviennent, c'était un événement énorme pour toute notre génération. Chute de Phnom Penh. J'ai pris un avion pour aller à Saigon pour assister à la fin de la guerre du Vietnam. Quand j'ai appris
qu'il y avait une révolution en Éthiopie et qu'on allait renverser la monarchie, j'ai pris un avion, je suis allé m'installer à Addis Abeba jusqu'à la chute de la monarchie. Donc vraiment, j'étais fasciné par tout ce qui se passait à travers le monde, mais je n'écrivais pas une ligne sur le Liban et ses voisins. Jamais. C'était en dehors de mon univers. Et donc, le fait qu'il y ait des événements importants au Liban m'a poussé sur le plan professionnel, à part le plan personnel. Sur le plan professionnel, les choses qui m'intéressaient n'intéressaient plus personne. Ouais, c'est ça, oui. Les gens ne s'intéressaient évidemment qu'aux événements du pays, à la guerre qui commençait. Ça, c'est sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, il y a autre chose. La guerre du Liban, comme le savent ceux qui ont vécu ou qui ont lu des histoires de cette guerre, a commencé le 13 avril 1975 par l'attaque d'un autobus qui a fait une grosse vingtaine de morts. Et il se fait, mais ça c'est un hasard qui n'a rien à voir avec ma vie de journaliste, j'étais un témoin oculaire. C'était sous ma fenêtre. Et donc, j'étais à la maison, j'entends des bruits, j'entends des gens qui hurlent, je regarde par la fenêtre de ma chambre, je vois un autobus qui est arrêté avec des gens autour qui discutent, et puis il y a une fusillade, je cache ma tête derrière le mur de la chambre et je regarde 20 secondes plus tard, il y avait des cadavres plein les rues. Et c'était le début de la guerre. Et donc, la guerre est en quelque sorte venue me lancer un défi tout de suite. C'est-à-dire, je n'ai pas mis du temps à comprendre que c'était une histoire qui allait durer longtemps. Des années, oui. C'était le premier instant de la guerre, s'est passé devant moi. Et donc, j'ai compris très vite que je n'avais pas, vous avez raison de signaler, j'avais déjà ma femme et un enfant, et les deux autres allaient venir un peu plus tard. Je n'avais aucune envie de voir mes enfants grandir dans cette atmosphère de guerre. Et donc, assez vite, j'ai pris la décision, enfin assez vite, j'ai passé quand même presque 1 an et demi de guerre là-bas avant de décider définitivement que je ne pourrais pas continuer. Alors, vous venez en France. Pourquoi la France, en 2 mots comme ça? Il n'y a pas d'hésitation, c'était votre pays, comment dire? Parce que vous écriviez en arabe dans les journaux et tout ça. J'écrivais en arabe, qui est ma langue maternelle. Oui. J'avais fait mes études. L'histoire culturelle de ma famille est compliquée. Mais je vais y aller. Moi, j'ai fait toutes mes études chez les pères jésuites, voilà, qui étaient essentiellement des jésuites lyonnais. Il y a un lien très fort entre le Liban et Lyon depuis la culture de la soie. Les soieries lyonnaises avaient des filiales au Liban, des magnaneries, et il y a eu des liens extrêmement forts, c'est-à-dire la révolte des canuts à Lyon a eu des conséquences quasiment immédiates au Liban. Et ça a duré, et notamment dans le domaine culturel, l'université, l'école des lettres que vous avez connue à Beyrouth dépendait de Lyon. C'est pareil, au Levant c'était pareil, en Israël c'était pareil, en Jordanie c'est pareil. Dans mon école, les pères jésuites dépendaient de Lyon, et les enseignants étaient très souvent lyonnais. Très souvent lyonnais. Et donc moi j'ai grandi dans une école où honnêtement la France n'était pas vraiment un pays étranger. Ni sa langue, ni sa géographie, ni sa vie politique, ni ses écrivains. Ça faisait partie de votre patrimoine. De mon patrimoine, effectivement. Alors, vous êtes devenu romancier, vous avez connu tous les succès possibles et imaginables dans le monde de la littérature, jusqu'à l'Académie française. Est-ce que, comme ça, parce que vous êtes un rêveur aussi, je sais, vous disiez, parce que vous étiez journaliste à l'époque, et journaliste très peu lu, comme on dit, hein, vous n'étiez pas à la une, puisqu'il y avait le conflit. Vous avez imaginé à un moment qu'en France, vous aviez une carrière littéraire vraiment de ce niveau-là, qui était possible, atteignable?
Quand vous vous endormiez la nuit? Non, c'est-à-dire, j'espérais pouvoir me consacrer à l'écriture, ah oui. mais je pensais que ce serait toujours juste un rêve. Et quand il a commencé à avoir un début de réalisation, je l'ai poursuivi. Mais c'est vrai que si on s'était... quand on s'est rencontrés pour la première fois, si on avait parlé de cela, je n'aurais certainement pas osé dire à quelqu'un « voilà de quoi je rêve ». Mais en moi-même, j'en rêvais. Quand même. Alors, votre livre s'appelle « Le naufrage des civilisations ». Tout un programme, si j'ose dire. Et vous nous parlez du monde actuel. Et je voulais juste vous donner l'impression, je l'ai lu attentivement, ligne par ligne, parce que je connais beaucoup des choses dont vous parlez là. Et il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux à la fin de la lecture. C'est qu'à un moment du livre, vous dites, c'est quand même incroyable. Nous avons fait tellement de progrès sur la Terre. Nous pouvons faire tellement de choses inimaginables il y a encore un siècle. On a réussi à faire tellement de bien à l'humanité en général, en sauvant les gens de la faim, de la maladie, de l'âge, on vit 15 ans de plus. Enfin, tellement de progrès ont été possibles. Et c'est le moment que choisissent les humains, les hommes politiques, les responsables de toutes sortes, pour se heurter les uns aux autres, de telle sorte que aucun de ces progrès puisse finalement profiter à une humanité qui en a bien besoin. Et j'ai senti de la colère. Et je me demandais si vous avez écrit ce livre par colère, en disant c'est trop con, quoi. Je veux dire, c'est trop bête ce qui se passe par rapport à tout ce qui serait possible de faire. Juste, je voulais savoir quelle était votre intention lorsque vous avez commencé à l'écrire. Je dirais que une des caractéristiques, un des paradoxes du monde d'aujourd'hui, c'est que nous avons d'un côté les progrès scientifiques, technologiques, les plus extraordinaires de l'histoire. Nous n'avions jamais rêvé d'avoir les possibilités que nous avons aujourd'hui. Même il y a 30 ou 40 ans, ça aurait été de la science-fiction. Nous avons les moyens de résoudre tous les problèmes de l'humanité. Nous avons matériellement, technologiquement, les moyens de régler tous les problèmes qui ont été les calamités de l'espèce humaine depuis l'aube des temps. Le problème, c'est que les mentalités n'ont pas suivi. Il y a d'un côté un développement scientifique, matériel, accéléré, qui va jusqu'au ciel, et sur le plan moral, sur le plan des mentalités, on piétine ou quelquefois on régresse. C'est ça qui suscite une colère réelle. Je pense que si nous n'avions pas ces moyens, bon, nous aurions des excuses, mais nous n'avons aucune excuse. Nous n'avons aucune excuse pour ne pas bâtir la planète la plus habitable, la plus épanouie, la plus épanouissante pour tous. Et je me suis demandé, mais pourquoi sommes-nous allés dans cette direction? Pourquoi nos mentalités n'ont-elles pas suivi? Bien entendu, il y a le progrès économique et la mondialisation devaient forcément susciter des défis. Bien entendu, il n'est pas facile de faire face à ces défis. Mais ce que j'ai découvert à travers, je ne dirais pas des recherches, mais ma relecture de toutes ces décennies que j'ai vécues, mon sentiment, c'est que il y a eu un certain nombre d'événements qui ont fait dévier le cours des choses et qui aujourd'hui nous empêchent de faire face réellement aux défis du monde d'aujourd'hui. Donc, on va probablement y revenir, mais c'est là la source, en quelque sorte, de la colère qui se manifeste. Donc, il y a bien un moment de colère que vous avez ressenti et qui vous a donné l'envie d'écrire ce livre. Et par rapport à tous, c'est-à-dire, le titre du livre,
c'est le naufrage des civilisations. Ce sont toutes nos civilisations qui se retrouvent ensemble en naufrage. J'entends par naufrage, il se manifeste ce naufrage de manière différente. C'est-à-dire, pour certaines, pour le Levant, dont nous avons parlé au début, bon, le naufrage, c'est pratiquement la disparition de cette civilisation. C'est une civilisation qui a été prometteuse, qui aurait pu apporter des solutions bien au-delà des limites de cette région et qui, en fait, a sombré. Nous regardons vers le monde arabe, il est dans une crise profonde, destructrice, qui pourrait se prolonger encore pendant des décennies. Nous regardons vers l'Europe, qui n'est pas dans cette situation, mais dans quel état elle se trouve. L'Europe qui est porteuse, à mes yeux, probablement du rêve le plus formidable de notre époque, le plus prometteur, celui qui peut réellement apporter un modèle de référence à l'humanité, et qui avait commencé à l'apporter, et aujourd'hui elle est encalaminée. Elle est en train de se détricoter. Enfin, on parle plutôt d'essayer de la sauver, qu'elle puisse survivre, plutôt que de conquérir. Nous regardons vers les États-Unis, qui, il y a 30 ans, sont devenus l'unique superpuissance, qui sont sortis gagnants de la guerre froide, qui avaient la possibilité d'offrir au monde un nouvel ordre mondial, comme ils l'ont un peu fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec le plan Marshall, etc. Et c'est un spectacle désolant, c'est un véritable naufrage moral. Quand on regarde ce qui arrive dans la Maison-Blanche, pas besoin de faire un dessin, nous savons tous, cette démocratie, cette grande démocratie adulte qu'aurait dû être l'Amérique, cette puissance en quelque sorte parentale qu'aurait dû être l'Amérique pour des pays beaucoup moins puissants, beaucoup moins riches. Regardons le spectacle. C'est pourquoi je dis, c'est vraiment un naufrage des civilisations. Alors, vous situez le début de... Parce que vous posez la question, vous venez de la reposer, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit là, alors que les promesses étaient si belles, hein? C'est vrai qu'en 1945, on aurait pu penser que le monde pouvait prendre d'autres directions. Et vous dites finalement, il y a eu un événement dont on a mal mesuré les conséquences, qui n'ont jamais été aussi rapprochées que vous le faites, vous, dans votre livre. Et en le lisant, j'ai pensé que vous aviez raison. Moi-même, j'avais un peu sauté cette satanée année 1979, où il s'est passé dans le monde 2 événements qu'on vit aujourd'hui. Voilà. On arrive au terme peut-être de ce qui s'est passé depuis 1979. En fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en même temps. Moi en essayant de faire une rétrospective, bien entendu, j'évoque ma région natale, les choses qui se sont passées, les choses dont j'ai été témoin, hélas. J'évoque certains événements qui ont été extrêmement traumatisants dans cette région du monde, notamment la guerre de 1967, qui a fait naître une sorte de désespoir qui n'a jamais vraiment été dépassé. 50 ans plus tard, ce même désespoir est toujours là. Et puis, il y a effectivement un moment, en passant en revue tous les événements, il y a un moment où l'histoire a basculé. L'histoire du monde. Ouais. Ce moment, je l'appelle dans le livre l'année du grand retournement. Il y a eu un retournement soudain, et je dis soudain parce que ça s'est passé sur une période extrêmement courte. 6 mois. Et j'ajoute entre parenthèses, avant de continuer, que ça ne veut pas dire que tous ces événements sont des événements en eux-mêmes négatifs. Mais il y a eu un retournement dans l'histoire dont les conséquences aujourd'hui paraissent extrêmement désastreuses. En un moment, le conservatisme est devenu révolutionnaire
Et ce que nous avions l'habitude d'appeler progressisme est devenu conservateur, c'est-à-dire qu'il ne s'est plus préoccupé que de conserver les acquis. Et nous avons eu, en l'espace de 3 mois, 2 révolutions, la révolution iranienne et la révolution thatchérienne, qui toutes 2 étaient des révolutions conservatrices. Pas de la même manière. La première fois depuis 2 siècles. Hein. Et les conséquences étaient énormes. C'est-à-dire, nous savons tous que la révolution iranienne de février 1979 a eu des effets dans le monde entier, et notamment dans tout le monde arabo-musulman. Ça a eu ça a transformé l'atmosphère, ça a changé beaucoup de choses dans les mentalités, dans la vie politique. Ce qui s'est passé en Occident a eu un effet également. Il y a une nouvelle culture qui est apparue. Une culture qui est basée sur la méfiance à l'égard des pouvoirs publics, à l'idée même d'un État qui doit assurer un bien-être, tout ce qu'on appelait le welfare state. Une méfiance qui est allée en grandissant avec Thatcher et Reagan au début, et aussi ça continue évidemment aujourd'hui, méfiance à l'égard de toutes les instances internationales, méfiance à l'égard de tout ce qui ne dépendait pas de ma propre décision, tout ce qui ne dépend pas de l'égoïsme sacré de chacun. Individualisme, oui. Et donc, l'évolution a fait que on a une montée des affirmations identitaires qui est un véritable déchaînement, et ça dans toutes les régions du monde, à l'Est comme à l'Ouest. Nous avons une méfiance parfois maladive à l'égard de toutes les autorités en Europe, à l'égard des autorités continentales, aux États-Unis et ailleurs, à l'égard de tout ce qui ressemble aux Nations Unies, au point que le monde d'aujourd'hui n'arrive plus à se mobiliser, même contre le risque de réchauffement climatique, on n'arrive même plus à se mobiliser contre cela. C'est-à-dire, l'idée même que l'humanité puisse avoir des combats communs, a disparu. On fait semblant. Mais pourquoi la révolution ? On gesticule, mais en réalité, on ne fait rien de fondamental qui puisse arrêter, qui puisse enrayer cette dérive. Pourquoi ? Quel rapport entre Thatcher et Reagan et ce que vous venez de dire ? Ce ne sera pas facile de le dire en quelques mots comme quand on a le temps de l'expliquer en quelques dizaines de pages. Mais en un mot, le principe de base de cette révolution-là, c'était l'idée de Adam Smith qui dit il ne faut pas que l'État s'occupe de telle ou telle chose, ce qui est en partie justifié, parce qu'il y a eu aussi des exagérations dans le rôle de l'État. Mais l'idée, c'est de dire il faut faire confiance à la main invisible, qui a une main invisible qui va tout arranger. Peut-être que ça fonctionne un peu au niveau de l'économie. Peut-être qu'il y a effectivement, dans la logique de l'économie, la nécessité de laisser les choses se faire elles-mêmes. En revanche, on a appliqué cela à beaucoup d'autres domaines. Par exemple, si on pense que c'est une main invisible qui va intervenir pour empêcher les gens de polluer ou pour empêcher, pour régler la recherche du profit, les conflits entre les puissances, bon, ce n'est pas cela qui va arriver. Et du côté iranien, alors, c'est vrai que pour tout le monde, y compris en Iran, la révolution, c'était affaiblir le rôle de la religion, c'est-à-dire faire que toutes les religions, les adeptes de toutes les religions, il ne s'agit pas de supprimer la religion, mais que chacun puisse vivre avec quelqu'un qui n'appartient pas à la même religion, qui a les mêmes droits civiques, j'allais dire.
Et en Occident, c'était l'État empêche... il faut renforcer l'État parce que la recherche du profit individuel est quelque chose qui touche finalement... Et les deux révolutions, qu'elles soient marxistes ou qu'elles soient côté iranien, les 2 siècles qui ont voulu installer ces révolutions se sont vus contredites la même année sur ces points-là. C'est-à-dire que ce qui était révolutionnaire est devenu... Il y a eu un point de rupture qui était lié à beaucoup de facteurs. Il y a par exemple la crise pétrolière qui a joué un rôle en fragilisant toutes les économies et en poussant les gens à chercher d'autres voies économiques. Il y a eu aussi, et c'est peut-être l'élément le plus important, la phase terminale du monde soviétique. C'est-à-dire, on a eu pendant une bonne partie du XXe siècle cet affrontement entre 2 grands blocs capitalistes et communistes. Et dans les années 70, on a une situation un peu étrange. On a une Union soviétique qui, à la fois, commence à se désintégrer, le modèle ne fonctionne plus, et qui multiplie la frontière militaire. En même temps, ouais. Elle est d'une grande ambition. Elle veut surtout après la guerre du Vietnam, elle a l'impression qu'elle peut s'étendre partout dans le monde. Et je crois que ces facteurs ont joué à l'époque partout dans le monde pour ce retournement dont je parle. Mais je crois que là, c'est toujours difficile de l'expliquer en quelques mots. C'est un long processus que... Là, donc je l'évoque là en pointillé, parce que ce serait... Quelle est la raison de la disparition du principe d'égalité qui était quand même inscrit dans l'idée de tous les gouvernants, disons, en tout cas en Occident, qui est là au fondement de tous les écrits depuis des siècles, des penseurs, des philosophes, de tous les gens qui avaient de l'influence dans les esprits, et qui était quand même à des niveaux divers, mais qui était partagé par un peu tout le monde. Et on s'aperçoit que depuis quelques années, jamais le monde n'a été aussi inégalitaire. Quelle est l'explication que vous avez à cette invraisemblable multiplication C'est difficile de dire avec précision, raison, oui. Mais je donnerai un exemple. Au moment où Ronald Reagan était candidat à la présidence, donc autour de 1980, il y a beaucoup de think tanks américains qui ont réfléchi à cette question pour le Parti républicain. Et il y a une idée qui a été développée et qui, peu à peu, a gagné du terrain. Cette idée dit: la vraie opposition n'est pas entre ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. La vraie opposition entre ceux qui gagnent leur argent par le travail et ceux qui profitent simplement de l'aide publique qu'on leur donne. Et on aurait pu penser que cette idée n'allait pas fonctionner, parce que traditionnellement, quand les inégalités augmentent, les tensions augmentent dans une société. Voilà. Sauf que ça a fonctionné, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les vrais adversaires sont ceux qui profitent de l'aide sans travailler, a été martelée par Reagan, et ça a pris. Et en fait, aux États-Unis, cette idée a réussi, comme en Angleterre d'ailleurs. Quand Thatcher est arrivée au pouvoir, elle allait à l'encontre de toute la sagesse politique du moment, en disant il ne faut surtout pas s'attaquer à ceci ou cela, il ne faut pas s'attaquer aux syndicats, il ne faut pas... Et elle a attaqué tous les tabous. Et nous avons assisté partout dans le monde, là je cite Thatcher et Reagan, partout dans le monde, les idées qui étaient prédominantes étaient les idées issues de la gauche, et à un moment donné, ça a été renversé.
Chacun a pu le constater en France. Moi, quand je suis arrivé en France, les gens qui étaient de gauche disaient « je suis de gauche ». Les gens qui étaient de droite disaient « je suis centriste ». Et quand on voulait critiquer les communistes, on commençait par dire « attention, je ne suis pas anticommuniste ». Mais il faut quand même... Aujourd'hui, c'est devenu l'inverse. Les gens qui sont de droite disent « je suis de droite ». Les gens qui veulent dire quelque chose de relativement positif à propos du communisme commencent par dire « attention, je suis anticommuniste comme vous ». Sauf que... Voilà. Et il y a des moments dans l'histoire où le rapport de force intellectuelle se renverse. Bascule. Et ce basculement a été opéré en Occident par Thatcher, Reagan et beaucoup d'autres. Et d'autres pays européens. Mais eux étaient un peu les chefs de file. Oui. Et en même temps, il y a eu un autre renversement qui s'est passé, lui, du côté du monde musulman, où l'idéologie qui avait le vent en poupe, c'était le nationalisme arabe et une certaine idée du monde arabe, du peuple arabe aussi. Oui, et ça a été complètement renversé. Ça date à la fois de la défaite arabe de 67 et de la révolution khoméniste qui a installé de plus en plus une révolution d'un autre type qui était fondée sur la religion. Et le fait d'avoir eu en même temps ces deux mouvements, l'un en Occident et l'autre en Orient, font partie des éléments déterminants qui font qu'il y a eu le dérapage auquel nous assistons aujourd'hui. Alors, parce que vous êtes un conteur et oriental, on va en profiter. Tout le monde connaît La Fontaine, ici. Alors, vous allez voir le talent d'Amin Maalouf. Là, il vient de parler de renversement de valeurs, c'est-à-dire que pendant 2 siècles, on avait lutté pour certaines choses, et en une année, les valeurs ont changé de camp. C'est-à-dire que l'opinion s'est retrouvée, finalement, à accepter ce contre lequel elle avait lutté, et s'est retrouvée dans l'autre camp, en Orient comme en Occident. Et il illustre ainsi le renversement des valeurs à travers une fable de La Fontaine qui s'appelle « La cigale et la fourmi ». Je vous laisse la parole. C'est vrai que nous avons tous étudié la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue. Et à la fin, c'est la fourmi qui a raison, puisque la cigale se retrouve démunie et la fourmi lui dit que faisiez-vous et elle dit je chantais, et bien j'en suis fort aise, et bien dansez maintenant. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, la morale serait l'inverse. C'est-à-dire les gens n'ont pas beaucoup de respect dans nos sociétés pour les fourmis, ils ont beaucoup plus d'estime pour les cigales. Si on chante tout l'été, on a beaucoup plus le respect de tout le monde que si on a trimé toute sa vie. Et il y a un renversement total des valeurs et qui fait que nos sociétés sont de moins en moins basées sur les valeurs du travail, évidemment, de moins en moins basées même sur l'honnêteté. Les valeurs d'égalité, il y a quelques pays où on leur rend hommage comme ça par une sorte de rituel. Dans les discours. Oui, sauf qu'on accepte de plus en plus des inégalités gigantesques. On entend tous les jours des enquêtes qui disent que les 8 ou les 15 ou les 20 personnes les plus riches au monde ont plus de fortune que les 50% les plus pauvres, etc. Et on s'est habitué à tout cela. C'est-à-dire, on s'est habitué à cette idée que les valeurs que nous avions autrefois n'étaient plus valables. Et ce qui
pour moi, est plus grave, c'est que dans un quartier, un instituteur est moins respecté qu'un dealer. Un dealer qui peut s'acheter une belle BMW à cause de ses trafics est beaucoup plus un idéal pour les jeunes du quartier que le professeur qui a un salaire modeste et qui passe sa vie entière à essayer de leur enseigner quelque chose. Et je pense qu'une société ne peut pas se développer sur des bases pareilles. C'est impossible. Il n'y a peut-être pas un respect de la jeunesse immense pour les trafiquants de drogue. Il y a une volonté d'imiter. Non, peut-être pas pour les trafiquants, peut-être que le trafiquant c'est l'exemple, mais, ultime, oui. Mais pour les gens qui s'enrichissent d'un coup, qui font un... on a beaucoup moins d'estime pour ce qui bâtit réellement une société. On a beaucoup moins d'estime pour ce qui constitue un ciment réel pour une société. On a beaucoup plus d'estime, malheureusement, pour ceux qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes, qu'à leur enrichissement. Et ce n'est pas par hasard s'il y a autant de corruption dans tellement de sociétés à travers le monde. C'est-à-dire, ça va de soi. On ne pourra pas le démontrer. On ne peut pas dire parce qu'il y a cette mentalité, à cause de cette fable qui s'est inversée, c'est pour ça qu'il y a de la corruption. Mais c'est évident que le rapport est direct. C'est évident qu'on est beaucoup moins exigeant et que les dirigeants se sentent libres de faire à peu près n'importe quoi parce qu'il y a quelque chose qui est vicié dans l'atmosphère. Mais cette histoire de cigale et la fourmi, je me souviens qu'à l'école on apprenait ça et qui venait à l'esprit d'aucune personne, ni de l'enseignant, ni aucun des élèves qui étaient là, que la cigale avait un meilleur sort que la fourmi. C'était une chose qui n'existait dans l'idée de personne. Et on ferait aujourd'hui une enquête dans des écoles, dans les classes, il y aurait au moins égalité des deux, pour le moins, sinon une majorité de gens qui disent travailler toute sa vie, à quoi ça sert, etc. Et moi, je suis très, très objectif dans cette histoire, parce que les écrivains sont moitié cigale, moitié fourmi, pour être honnête. Mais vous avez le compromis dans l'âme. Hein, ça ne m'étonne pas que vous en sortiez comme ça. Autre point sur lequel vous attirez l'attention, c'est le rapport, là aussi, une inversion entre la protection et la liberté. C'est-à-dire que par les temps qui courent, par contre, ça s'est déjà vu dans le passé. Ça, hein, les deux ont existé, mais par les temps qui courent, les attentats, les risques de la vie courante, les affrontements dont tout le monde peut se dire qu'un jour ils déferleront ici, font que le besoin de protection s'est renforcé et que les populations se sentent de plus en plus menacées. Au point où, vous écrivez dans le livre que les concessions que sont prêtes à faire les populations au nom de la sécurité, qui n'est pas toujours assurée pour autant d'ailleurs, mais toutes les concessions qui sont faites pour le plus de sécurité possible vont tellement loin maintenant qu'on se demande ce qui pourrait nous rester comme liberté. J'exagère, je souligne le trait, mais c'est bien le sens de votre propos. En fait, j'ai dit tout à l'heure que l'une des caractéristiques du monde d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un fossé entre l'évolution matérielle, technologique et l'évolution morale. Une des manifestations de ce fossé, c'est la chose suivante. Avec l'augmentation des tensions identitaires, avec l'augmentation de la violence qui est liée aux tensions identitaires partout dans le monde, toutes les populations, chacun d'entre nous, éprouvent le besoin d'être protégés. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui nous auraient choqués dans un autre environnement et qui ne nous choquent plus. Si vous allez dans un aéroport et qu'on vous demande d'enlever vos chaussures, dans un autre contexte, s'il n'y avait pas toutes ces tensions, vous demanderiez pourquoi je dois enlever mes chaussures. Mais nous avons tellement intégré le besoin d'être protégés que ça nous gêne pas. Et ça va très loin. Ça va très loin. Nous acceptons que
que tous nos déplacements soient suivis. Nous acceptons que toutes nos transactions bancaires soient suivies. Nous acceptons finalement que nos communications, que nos orales ou écrites puissent être contrôlées. Et en réalité, nous avons intégré le besoin d'être protégés. Et je parle un peu d'Orwell dans ce livre. Oui. Orwell imaginait une sorte de Big Brother, mais lui, il l'imaginait dans un contexte d'une sorte de dictature de type stalinien qui s'imposerait. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'une dictature. C'est-à-dire, chacun d'entre nous est prêt à accepter en toute liberté, si j'ose dire, le fait que son téléphone soit contrôlé, que ce qu'il écrit sur son ordinateur soit contrôlé, que ses déplacements soient contrôlés, parce que nous estimons, sans doute à juste titre, que nous avons besoin de savoir s'il y a des êtres dangereux qui circulent. Ça ne nous dérange pas d'être filmés dans les rues, ça ne nous dérange pas que l'on sache exactement avec qui nous parlons, quels sont nos amis. C'est devenu une chose naturelle. Et j'ai entendu ou plutôt j'ai lu un article sur un système qui existe en Chine. Ah, les bons points, les mauvais points. Un système de contrôle social qui est quand même assez inquiétant. Et je dis en Chine parce que ça se développe actuellement en Chine, mais rien n'empêche, mais vraiment rien, que dans des sociétés beaucoup moins autoritaires que la société chinoise actuelle, la même chose se développe. On a un nombre de points, et ces points, si ces points augmentent, on a des facilités, par exemple pour obtenir des billets d'avion, pour toutes sortes de facilités. Et ces points augmentent si nous sommes en contact avec des personnes qui elles-mêmes sont agréées. Si nous avons des contacts avec des gens plus douteux, qui critiquent le pouvoir, les points diminuent. On enlève des points. Si on a soi-même formulé sur Internet ou autrement une critique, les points diminuent également. Et en fait, la journaliste qui avait fait une enquête là-dessus a dit que même elle évite aujourd'hui, alors qu'elle est en train évite d'avoir des amis, entre guillemets, sur Internet qui soient critiques à l'égard du gouvernement, parce que ces points vont devenir plus bas et elle ne pourra plus circuler ou rencontrer des responsables. Et donc, il y a un système de contrôle social qui fait que on est tous un peu quand même surveillés dans chaque acte de la vie quotidienne et notés et un peu otages quand même. Et c'est une évolution qui se poursuit. Et ce qui est encore plus inquiétant dans cette évolution, c'est que cette évolution suit l'évolution technologique. C'est-à-dire, plus les moyens technologiques seront développés, plus le contrôle sera efficace. Donc, dans ce cas précis, l'évolution technologique augmente les risques de la liberté et, je répète, avec notre consentement. Parce que nous estimons que nous avons besoin d'être protégés, ce qui n'est pas faux. Et donc, nous sommes prêts à accepter beaucoup de choses parce que nous avons peur, et nous avons peur et besoin d'être protégés. Conséquence de ça, c'est quoi? Conséquence de ça, c'est qu'on a le monde orwellien sans avoir besoin d'une dictature. Donc on a Big Brother sans que personne ne nous l'impose. C'est Big Brother invité chez nous par nous. Et en Chine, juste un mot, c'est une enquête terrible. Il y a 100 000 personnes l'an dernier qui ont été interdites de voyager en Chine, des Chinois, parce qu'ils avaient craché par terre et qu'une caméra l'avait vu.
Et il y a des caméras qui sont fixées dans les appartements, vers les appartements, et ils savent ce qui se passe à l'intérieur des appartements. Et donc, chacun a un capital social. Et si le capital social qui diminue, parce que dans la rue, on a vu que... Donc, il y a les aspects politiques, c'est-à-dire fréquenter des gens dont on n'a pas envie, que le pouvoir n'a pas envie qu'on fréquente, des points en moins. Si on crache dans la rue par hasard, hein, si on a un geste qui ne plaît pas par une caméra, des points en moins. Et à un nombre de points précis, on commence à vous interdire de voyager dans les TGV chinois et à prendre des avions internationaux. Voilà. Et donc ce système est déjà en place et fonctionne. Et les gens acceptent. Il n'y a pas de manifestation. Et il peut se répandre partout. Voilà. Sans le dire, pas peut-être. Bon. C'est juste pour... voilà, c'était une précision par rapport à ce que vous venez de dire. Alors voilà. Vous avez fait le tour de tout. C'est pas réjouissant, mais je pense qu'il faut, quand il y a des dangers, il faut avancer les yeux ouverts et essayer de voir comment les éviter, plutôt que de fermer les yeux en disant tout ira bien, il suffit de continuer à avancer. Je pense qu'il faut vraiment, dans le monde d'aujourd'hui, réfléchir, se demander comment éviter que les choses ne continuent à aller dans cette direction et mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Alors, on vous entend depuis une heure, là, on voit bien... on parlait tout à l'heure de colère, mais c'est plus que de la colère, c'est une série de choses qui vous touchent profondément, personnellement, et dont vous voyez que ça touche de plus en plus de gens, sans que ça provoque des réactions. C'est ça qui... Comment vous expliquez-vous plutôt que tout ça se passe sans qu'il y ait de... Vous pensez que les gens ne sont pas instruits de ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore tout ça, ou bien pour d'autres raisons, pour le moment, il ne se passe rien? Parce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une réaction. Il n'y a rien qui suscite une réaction violente, immédiate. C'est-à-dire, on est un peu dans la situation de l'araignée de mer qu'on met dans une casserole et on commence à chauffer l'eau. Et puis au début, il y a une sensation agréable. Et puis au moment où elle commence à brûler, c'est déjà trop tard. Je pense que nous vivons dans un monde où il y a tellement de choses faciles. Tellement de choses tellement faciles. On a beaucoup de choses qui nous facilitent la vie. Pour beaucoup de gens, le monde est meilleur que ce qu'ils pouvaient imaginer il y a 20 ou 30 ou 40 ans. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'imagine ce que sera le monde pour mes enfants et surtout pour mes petits-enfants. Et je me dis, il y a peu de chances qu'ils vivent aussi bien que ma génération. Je pense que ma génération était plutôt privilégiée par rapport aux générations à venir. Et c'est ce que je voudrais éviter. C'est-à-dire, je dirais que ce livre, c'est aussi un cri d'alarme. Vous avez parlé de colère, ce n'est pas le mot que j'utilise. Moi, le mot que j'utilise souvent dans ce livre, je m'en suis rendu compte au moment où je relisais, c'était tristesse. C'était tristesse. Ah oui. Souvent, il y a des tristesses que j'ai parce que je me dis, tout pourrait se passer bien. Nous avons tout pour réussir. Jamais nous n'avons eu tout le savoir de l'univers au bout des doigts. C'est une chance extraordinaire. Jamais nous n'avons vécu aussi longtemps et en aussi bonne santé. Et l'avenir peut être fait de cela. C'est-à-dire il n'y a aucune fatalité de l'affrontement, de la montée des identités, de tout cela. Tout cela n'est pas une fatalité. Je pense que l'idée de dire oui, l'histoire a toujours été comme ce n'est pas vrai. Je pense que nous sommes à un moment de l'histoire où cette logique doit changer. Et là, j'arrive à un âge vénérable et je me rends compte que je ne verrai pas de mon vivant
ce changement, ou alors j'ai... Ils avaient raté quelque chose, c'est ça? Non, mais il y a quelque chose, nous avons raté des tournants majeurs et que nous aurions pu ne pas rater. Et peut-être, probablement qu'il n'est pas trop tard pour redresser la barre. Et donc, je prends comme métaphore le naufrage. Le naufrage n'est pas inéluctable. Le Titanic, mais il n'est pas inéluctable, mais il ne faut pas s'attendre juste à un sursaut miraculeux, un sursaut collectif qui va nous sauver sans même que nous essayons de nous sauver. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'on a vraiment besoin d'une réelle prise de conscience, de comprendre ce que devient le monde, où il va, et d'essayer réellement de contribuer chacun à redresser la barre. Mais vous ne vous sentez pas comptable un peu de ça? Vous faites partie de la génération, moi aussi, beaucoup de gens dans la salle, qui avons vécu ces périodes. Oui, c'est pour ça, d'ailleurs, je dis toujours, nous, c'est ma génération, c'est nous, soit ma génération, soit nous l'humanité. Je pense que nous sommes tous embarqués sur ce même Titanic. Et je pense que c'est à nous tous d'essayer d'éviter le désastre. Quand vous dites ça, vous pensez à quoi? C'est à nous de le faire, c'est-à-dire comment? Je vous donne quelques exemples. Allez-y. Bon. Un premier exemple, c'est la question climatique. C'est vrai que c'est sur le long terme, mais c'est moins sur le long terme qu'on ne le dit, parce qu'il y a des perturbations qui s'accélèrent. Et on aurait dû avoir un véritable sursaut, une véritable mobilisation dans le monde entier pour réellement enrayer cette évolution, et on ne le fait pas. Un autre exemple, la nouvelle course aux armements. On aurait dû avoir, il y a 30 ans, un nouvel ordre mondial après la chute de l'Union soviétique. Oui, qui évite une nouvelle course aux armements. Or, nous avons une nouvelle course aux armements qui peut être aussi dangereuse avec les technologies nouvelles que celle à laquelle nous avons échappé il y a quelques décennies, et qui peut prendre toutes les formes. Et nous n'avons aucun système international capable de l'empêcher. C'est-à-dire, il y a 3 pays principalement qui participent, mais pour beaucoup d'autres aussi. Il y a évidemment les États-Unis, la Russie et la Chine, qui ont tous des programmes extrêmement sophistiqués de guerre partout dans l'espace, de guerre bactériologique, de guerre chimique. Et bon, j'espère que ça ne va pas nous tomber sur la tête, mais ça peut arriver. Et puis il y a beaucoup d'autres pays, je pense à l'Inde, au Pakistan, à l'Iran, partout. Il y a des pays qui soit pour se défendre, soit par des calculs, des calculs plus conquérants, risquent d'entrer dans une phase d'armement beaucoup plus sophistiqué, les 2 Corées, etc. Ça, ce sont simplement des exemples de dérapages qui pourraient arriver et qui pourraient provoquer des catastrophes et qu'on pourrait éviter, mais qu'on n'évite pas. Alors, là aussi, vous avez repris une phrase de Fontenelle. Fontenelle, c'était un philosophe des Lumières, comme on dit, un peu avant, parce que c'était au XVIIe siècle et pas au XVIIIe. C'était le neveu de Corneille. Voilà, le neveu de Corneille. Il a vécu 100 ans, d'ailleurs, cet homme-là, Fontenelle. Il avait écrit une phrase merveilleuse. « De mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier. » C'était l'évidence. Hein. Eh bien, maintenant, les roses voient mourir les jardiniers. Ça aussi, c'est une... C'est vrai. Lui, il pensait, je crois, à la monarchie en France. Un système politique. Il disait, nous passons très vite et puis les systèmes restent. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous les roses, nous vivons beaucoup plus longtemps et les jardiniers meurent beaucoup plus vite. Les systèmes changent, les empires disparaissent, les modes de vie se transforment. Et donc, notre responsabilité de rose est plus importante peut-être que la responsabilité des jardiniers. Décidément, rien ne va plus. Et alors, vous me dites, j'ai vu quelque part... Mais la vie est belle. Oui, bah oui.
Qu'est-ce que vous dites, non, oui, qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Ils ont quel âge, vos enfants? Mes enfants sont grands. Ils ont 46, 43 et 42 ans. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que quand ils lisent le livre, qu'est-ce que vous leur dites? Je viens de leur offrir le livre. Alors je vais voir ce qu'ils vont me dire. Oui. Mais vous savez ce que vous allez leur dire. Vous pouvez pas leur dire En tout cas, à vos 3 enfants. Vous n'allez pas dire c'est la catastrophe. Non, vous allez vivre moins bien que moi et tout ça. Non, ce qui est certain, et ce que je dis dans le livre déjà, avant de le dire à eux, c'est que le livre, c'est pour prendre conscience, c'est pour ouvrir les yeux. Ce n'est pas un livre qui dit on ne peut plus rien. Au contraire, je pense que si on veut éviter les catastrophes, il faut en prendre conscience et il faut faire en sorte de les éviter. Et je pense que nous avons tous besoin de prendre conscience et autant que possible d'influencer les décisions, d'influencer de s'exprimer dans des élections ou ailleurs. Je pense que dans beaucoup de pays du monde, s'il y a des mouvements citoyens qui prennent conscience, qui installent au pouvoir des gens conscients de ces problèmes, les choses peuvent changer. Parce que nous avons, encore une fois, les moyens d'éviter tous ces problèmes. Parce que les moyens existent des deux côtés, y compris chez les gens qui ont envie de changer. Nous avons les moyens d'enrayer la pauvreté, les épidémies, et nous avons les moyens, si nous en prenons conscience, de modifier l'attitude à l'égard des identités, par exemple. Bon, cette conception des identités doit changer. Il faut que les gens cessent de baser leur identité sur un seul élément, qu'il soit religieux ou national ou autre. Il faut commencer à bâtir une identité plus large et plurielle. Et c'est devenu une question de survie. Vous dites à un moment dans le livre que vous portez avec vous, depuis je ne sais pas quel âge, un Bristol. Qu'est-ce qu'il y a sur ce Bristol qui ne vous quitte jamais? Il y a un poème qui a été écrit par un poète arabe né en Espagne. Du temps où l'Espagne était... Oui, était arabe. Et je vais d'abord le dire en arabe. S'il y a des gens qui connaissent l'arabe, ils vont le comprendre. Enfin, c'est un vers, en fait. Un vers, oui. Mais comme les vers arabes sont très longs, en arabe, il dit إذا كنت من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي. Et en français, ça donne si je suis fait d'argile, le monde entier est mon pays et toutes les créatures sont mes proches. Et vous l'avez sur vous tout le temps. Voilà le testament politique d'aujourd'hui d'Amin Maalouf. Vous voyez ce que je vous disais au début? Moi, je vois beaucoup de politologues et de gens qui analysent les choses. Et par exemple, cette année 79 que j'ai vécue comme journaliste en plus, je m'en souviens très bien. Et en plus, j'étais à Téhéran au moment de... Je n'avais pas fait le rapprochement sur ces deux révolutions qui, à 3 mois d'intervalle, avaient changé le monde entier. Et je pense qu'il fallait être plus que spectateur. Il fallait être une moitié de son corps en Iran et une moitié de son corps en Occident pour comprendre la profondeur de ces révolutions et ce que ça pouvait amener. C'est ça que je vous disais au début. Je pense que les choses qu'il vous a dites manifestent absolument que, quand il parle d'ouverture, etc., peut-être on ne le comprend pas bien, mais les gens qui ont vécu deux cultures, on dit toujours ça, les gens qui ont deux cultures, est-ce qu'il n'y en a pas une de trop, hein, parce que c'est pas compliqué, etc. Non, non. Là, on a la preuve que quelqu'un qui a deux cultures fondamentales, intimes, professionnelles, mentales, c'est quand même lui qui nous parle de la cigale et la fourmi. Il vient du Liban. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça l'a frappé, lui. Voilà. Et voilà, on va essayer de faire tous pareil, de se mettre ce poème dans la poche et de faire le mieux possible. Voilà, merci d'avoir été avec nous, en tout cas. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Merci.
Merci pour lui. Et merci à toutes et tous d'avoir été là, et fidèles, attentifs, intéressés à ce qu'on a essayé de vous présenter comme étant les choses parmi les plus intéressantes qu'on puisse écouter en ce moment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas.